Voilà, donc on va maintenant parler d'économie avec quatre intervenants que je vais vous présenter. Emmanuel Rollin, directeur d'Elmarine, Erwan Geffroy, directeur d'Armor Navigation, Guillaume Roucher, directeur de Marinov, et Pierre-Yves Gouézin, chef de projet à la SOR. Mais on va préciser tout ça dans quelques instants. Emmanuel, on démarre avec vous. Prenez le petit micro qui se trouve juste devant vous. On va parler de ce projet Elmarine. Alors, un petit retour en arrière rapide. Le printemps 2012, le gouvernement désigne votre entreprise pour ce projet qui est, j'allais dire, plus qu'un projet d'envergure, qui est vraiment un projet structurant pour la Bretagne et son énergie. Alors effectivement, donc avril 2012, nous avons été nommés lauréats de l'appel d'offres éolien. Quand je dis nous, c'est donc la structure Elmarine qui regroupe deux investisseurs, Iberdrola, un énergéticien, et Olres, un spécialiste des énergies renouvelables. Et comme vous le dites, c'est un projet tout à fait structurant. Donc nous parlons d'un projet éolien, c'est-à-dire de production d'électricité à partir du vent, de 500 MW, 62 machines de marque Areva, donc 62 éoliennes de 8 MW chacune, et avec une production tout à fait significative puisqu'elle correspond à la consommation de 850 000 habitants, chauffage compris. Donc c'est supérieur à la consommation annuelle des Côtes d'Armor, la consommation domestique. C'est un enjeu très important dans le cadre du pacte électrique breton. C'est un enjeu très important aussi au niveau écologique, bien sûr. Nous sommes en plein dans le développement durable. Alors développement durable, c'est lié également à l'économie. Et là, en termes d'emploi, c'est un projet qui sera mobilisateur de 2000 emplois. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce projet? Puisqu'il y avait plusieurs projets en concurrence, on le rappelle, et c'est le vôtre qui a été retenu. Alors, tout d'abord, c'est un projet qui s'est vraiment déroulé en concertation. C'est-à-dire que nous avons consulté les acteurs du territoire pour définir les caractéristiques de ce projet et en particulier l'emplacement au sein de la zone que proposait l'État. Donc, il y a évidemment dans le territoire des acteurs privilégiés, ce sont les pêcheurs. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler, nous travaillerons tout au long de la vie du projet avec les instances de pêche, mais pas seulement, aussi avec les autres usagers de la mer, avec les élus, les plaisanciers bien sûr. Nous y reviendrons, je pense, autour de cette table. Nous y reviendrons quand nous parlerons des partenariats que nous avons. Avec les services de l'État, avec les élus. Donc c'est un véritable projet en concertation. J'imagine que c'est un des points qui a fait la différence. Concertation et retombées économiques également, parce que ce soit en termes de création d'emplois, notamment, parce que c'est ce qui intéresse les téléspectateurs, là aussi on est sur des chiffres qui sont des chiffres conséquents. Ce sont des chiffres conséquents. Je vous disais 2000 emplois mobilisés par le projet, un potentiel de 1000 emplois pour la Bretagne. Je ne me limite pas seulement au département des Côtes d'Armor, je parle de toute la Bretagne parce que c'est un projet avec des proportions très grandes, donc il y a besoin de ports de capacité et en particulier il y aura un rôle central pour le port de Brest avec la fabrication des fondations qui s'y déroulera. Mais dans les Côtes d'Armor, il y aura bien sûr les emplois liés à l'exploitation qui seront localisés principalement près de Saint-Quay-Portrieux et nous parlons d'environ 140 emplois et une chaîne d'approvisionnement, donc des PME, des entreprises qui vont participer à la fabrication de composants pour les fondations, pour les éoliennes qui, elles, seront fabriquées au Havre. Alors ça, ce sont pour les chiffres. Moi, je voudrais qu'on parle des partenariats locaux, parce qu'effectivement, ce n'est pas, je dirais, un projet hors sol, même si on est dans la mer. C'est un projet que vous avez mené en partenariat avec un certain nombre d'interlocuteurs. Je pense aux collectivités locales. Bien évidemment, c'est un projet qui s'inscrit dans une logique de territoire. C'est un projet qui est tout à fait impactant pour le territoire. Donc, vous avez raison de parler de partenariat avec local, comme vous le disiez, avec au plus proche des services de l'État. Nous travaillons avec les associations, que ce soit environnementales ou citoyennes. Nous travaillons avec les acteurs économiques, donc les CCI, Côtes d'Armor Développement, Bretagne Développement Innovation, les entreprises en tant que telles. Mais je voudrais ici parler d'autres types de partenariats. Nous sommes sur le salon nautique, donc tous les partenariats qui nous lient au monde de la voile. Puisque la voile, tout comme l'éolien, c'est en mer. Et ça fonctionne avec le vent. C'est pour ça que nous sommes rapprochés de ce secteur. Nous avons un partenariat avec le comité départemental des voiles Mort. Nous participons à la promotion de la voile, au financement de certains événements. D'ailleurs, il y a quelques prospectus sur cette table. Par exemple, l'opération L'école toute voile dehors ou Côte d'Armor tout.
Et nous participons aussi à la restauration du patrimoine historique des Côtes d'Armor. Par exemple, nous avons participé à la réhabilitation du vieux gréement, le 5 quai à Saint-Quay-Portrieux. Bon, on rappelle le calendrier et puis on aura un autre élément qu'on va mettre en avant. On conclura avec ça, c'est tout ce qui touche le tourisme industriel. Alors d'abord le calendrier. Le calendrier, donc nous sommes lauréats de l'appel d'offres depuis avril 2012. Donc maintenant, nous devons obtenir les autorisations pour construire et exploiter le parc. Donc nous devons déposer des demandes d'autorisation. Ça sera en septembre 2015. Nous pensons les obtenir courant au deuxième semestre 2016 pour une construction qui démarrera en 2018 et une exploitation complète du parc en 2020. Et ce parc, ce sera un élément de tourisme également important, fort pour la région Bretagne et le département des Côtes-d'Armor. Tout à fait. Il participera à l'image de la baie de Saint-Brieuc, à l'image des Côtes-d'Armor, un territoire responsable et qui prend en main son avenir énergétique. Donc il impactera l'image, il y aura un effet comme le barrage de la Rance à l'époque, un effet attractif. Donc l'ensemble des activités touristiques et des acteurs du tourisme, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les autres sites touristiques en profiteront. Et puis nous pourrons développer aussi des activités touristiques spécifiques au parc, que ce soit des visites de la phase chantier, du parc en exploitation ou pourquoi pas un centre visiteur, un centre dédié aux énergies marines. Il y a beaucoup d'idées qui sont en cours de maturation avec Côtes d'Armor Développement et les acteurs du tourisme des Côtes d'Armor. Bon, gageons de toute façon qu'il y aura un véritable succès autour de ces visites que vous proposerez parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de curiosité autour de ce projet. Merci à vous pour ce premier éclairage. On va en proposer à nos téléspectateurs un second et on va le faire à travers un reportage qui va nous emmener du côté de Pontrieux et de Pléneuf-Valandré. On va parler de mise à disposition d'outils, de délégation de services publics. On voit d'abord le reportage et on en reparle ensuite avec les interlocuteurs présents sur notre plateau. Le 1er janvier dernier, le Conseil général des Côtes d'Armor a confié la gestion du port de Pontrieux à Marinov, une filiale de la Lyonnaise des Eaux. Depuis cette date, de nouveaux services ont été mis en place, comme l'accès au Wi-Fi gratuit, la mise en ligne d'un site internet ou encore la construction d'un ponton, et les aménagements devraient continuer. On a un hangar dans lequel on va mettre en place des box de rangement pour les plaisanciers quand ils veulent hiverner leur matériel ou quand ils s'en vont sur une longue durée. De même, dans le prolongement de ce bâtiment, on va installer quelque chose qu'on pourrait appeler un yacht club ou un clubhouse, un lieu de convivialité pour les plaisanciers afin qu'ils puissent se retrouver, échanger dans un lieu à l'abri et sympathique. Et en autre point, on va installer aussi une zone atelier avec un établi, avec prise de courant, étau, lumière, afin que les gens qui veulent travailler sur leur bateau puissent avoir des conditions correctes et être à l'abri pour travailler. On reste dans l'esprit du port de Pontrieux, donc qui est un port qui est ancien, qui a une longue histoire, avec des aspects spécifiques à ce port-là, donc amarrage le long du quai, les bateaux sont souvent un couple. Donc on veut garder cet esprit de convivialité. Et dans ce cadre-là, bien ces investissements qu'on va faire rentrent tout à fait dans cet esprit et va permettre de garder l'esprit tout en ayant un confort supplémentaire pour les plaisanciers. Marinov devrait également créer de nouvelles lignes de mouillage et mener des opérations de dragage. À une soixantaine de kilomètres de Pontrieux, à Pléneuf-Valandré, la gestion du centre nautique a été confiée à Loisirs Développement Services, une société du groupe SOR. L'entreprise a pour but de mettre en place des activités nautiques innovantes, d'assurer la maintenance ou encore de développer la communication. L'arrivée de la SOR, c'est plus de moyens parce qu'il y a des ressources humaines derrière, il y a un service marketing, il y a un contrôle de gestion. Voilà. On n'est pas tout seul, on fait partie d'une équipe. Si on a des besoins pour renforcer l'équipe nautique, il y a le centre nautique de Sarzeau, on peut se prêter des collaborateurs, entre guillemets. En panne de matériel, on se dépanne. Voilà, c'est travailler au sein d'un groupe, ça a des avantages. Une délégation de services publics qui apporte donc au centre nautique un cadre professionnel. Voilà, donc pour ce reportage de Clément Godard qui nous permet de mieux faire connaissance avec ces deux outils. Alors, Guillaume Rouchet, on va revenir avec vous bien évidemment sur ce qui se passe là-bas du côté de Pontrieux, avec un dispositif qui est relativement jeune, puisque tout ça a été mis en place alors je parle sous votre contrôle, il y a un peu plus d'1 an et demi, c'est ça ?
Alors Marinov, plus d'1 an et demi, mais la délégation de service de Pontrieux, moins d'1 an, parce qu'on a commencé au 1er janvier 2014. Concrètement, quand vous définissez, vous, cette prestation de service public, quels sont les éléments clés que vous mettez en avant? Je pense que le Conseil général, qui est maître d'ouvrage, dans son choix, a évalué notre offre sur deux points essentiels, que sont l'investissement, pour commencer, avec une demande des plaisanciers d'aménager des nouveaux pontons. Donc on a aménagé 150 mètres linéaires de pontons avec catway. Et également, comme le disait le reportage, un espace de convivialité. Le deuxième élément différenciant, je pense, dans notre offre était les éléments, la différenciation environnementale que nous apportons, avec une capacité à entretenir les profondeurs de manière préventive plutôt que curative, et un programme de recherche d'innovation qui est lancé dès 1er janvier 2015. Alors, je le disais tout à l'heure avec Laurent Kéfurus, il y a des entreprises, et vous en faites partie, qui jouent la carte de l'innovation. On y reviendra dans quelques instants. Ça veut dire que vous avez modifié la vocation de ce port, qui est plus tout à fait un port de commerce, mais qui devient un port de plaisance, c'est ça ou pas? Oui, il était, en fait, effectivement, l'ancienne délégation de service public c'était un port de commerce qui était devenu port de plaisance. Aujourd'hui, le Conseil général avait fait le choix de séparer les deux quais, avec un quai port de commerce qui a été attribué à la CCI et un quai port de plaisance donc attribué à Marinov. Donc c'est aujourd'hui pour la première fois le port de Pontrieux est géré en tant qu'unité port de plaisance seule. Et cette réflexion que vous avez proposée pour le port de Pontrieux, c'est du sur-mesure ou c'est un modèle que vous avez déjà appliqué dans d'autres structures? C'est du sur-mesure et c'est systématiquement du sur-mesure. Effectivement, chaque port, chaque région a une nécessité de s'adapter au monde de la plaisance. Nous travaillons avec les voies navigables de France, les enjeux des plaisanciers ne sont pas les mêmes. Nous travaillons en Méditerranée, les enjeux des plaisanciers sont différents. Et même dans les dom-toms où les enjeux sont totalement différents. Et également en termes d'infrastructures, le vieillissement des infrastructures, l'état dans lequel ils sont à la fin de la délégation précédente font que les demandes en investissement sont différentes d'un projet à un autre. Donc c'est du sur-mesure pour des raisons régionales, des raisons également de qui a exploité le port avant et dans quel état il est à l'heure actuelle. Et vous dites très clairement, on n'a pas voulu dénaturer ce port, on a voulu y garder sa spécificité, même si on l'a fait évoluer un peu. Il a évolué, on aurait pu le faire évoluer totalement, c'est-à-dire par exemple mettre des pontons partout. Je pense que c'était pas adapté à la demande. Certains souhaitent rester sur le quai. Il fallait pas dénaturer le port, donc c'est uniquement 150 mètres linéaires qui étaient mis à disposition des plaisanciers. Alors, vous parliez de la façon dont vous travaillez sur l'entretien des profondeurs. Concrètement, comment ça se passe? Comment vous faites? Il y a des systèmes de modélisation, hein, je crois. Vous êtes très en avance sur cet aspect-là. Oui, exactement. En fait, l'enjeu de la sédimentation, parce qu'on parle de sédimentation, est un enjeu de transport sédimentaire, avec à un moment le courant qui devient trop pas assez puissant pour emporter le sédiment plus loin. Et donc notre volonté est dans chaque port de comprendre le transport sédimentaire pour éviter justement pour pouvoir prévenir sa sédimentation. Plus dans la prévention que dans l'action. Et donc en comprenant le transport sédimentaire, on est capable de modéliser son fonctionnement et on est capable de le contrer uniquement par exemple par la mise en place de turbines qui remettent en suspension les sédiments et évitent ainsi qu'ils se déposent sur le fond et qui entraînent au bout de 10 ans une nécessité de dragage curatif qui fait beaucoup de mal à l'environnement. Voilà. Bon, je voudrais qu'on parle d'argent quand même, parce que c'est important. Est-ce que les tarifs ont été revus? Est-ce que la grille de tarifs a été revue à la hausse? Oui, elle a été revue à la hausse. Notre proposition, notamment avec les investissements que nous avons proposés, entraînait une forte hausse des tarifs. Nous avons souhaité de façon à... L'échelonner, c'est ça? Voilà, nous avons souhaité l'échelonner de façon à ce que ça soit supportable et compréhensible par les plaisanciers, c'est-à-dire qu'on l'augmente de façon sur 3 années, de façon à prouver aux plaisanciers que l'augmentation de tarifs est liée également à une augmentation de la qualité du service. Les pontons la première année,
la mise en place de l'espace de convivialité la deuxième année. On a parlé du Wi-Fi également dans le film. Voilà, tous ces éléments vont venir dans le temps et donc on a augmenté la grille tarifaire va augmenter en fonction des nouveaux aménagements effectués. En plus, vous avez une double casquette puisqu'il vous arrive également de naviguer. Donc vous êtes vigilant concernant les tarifs. Absolument. Dernier point, il y a toujours, quand il y a cette mise en place de délégation de services publics, des questions sur la privatisation d'un site qui appartient à une collectivité territoriale. Alors, qui appartient toujours, on précise quand même, et c'est important, que c'est toujours le Conseil général des Côtes-d'Armor qui est propriétaire du site. Oui, en fait, c'est un vieux débat. Pour beaucoup, la délégation de service public égale privatisation. C'est tout le contraire, en fait. Aujourd'hui, un contrat de délégation de service public, effectivement, est un contrat de longue durée. Là, par exemple, sur Pontrieux, on est parti pour 10 ans. Mais en fait, comme vous le dites, les installations appartiennent au Conseil général et on leur doit une exploitation et des investissements dans le temps, en toute transparence. Et je dirais qu'aujourd'hui, le contrat de délégation de service public est devenu un véritable contrat de partenariat avec le Conseil général, où tout ce que nous faisons, nous leur transmettons les informations, nous leur demandons avis, nous ne faisons rien sans leur accord. Nous nous voyons au minimum une fois par semestre pour faire un point d'avancement de ce que nous avions promis à l'étape de notre offre. Merci pour tous ces éléments. On va quitter Pontrieux pour prendre la direction de Pléneuf-Valandré avec vous, Pierre-Yves Gouézin. Alors, on va préciser que l'entreprise pour laquelle vous intervenez, c'est la SOR, et que vous avez déjà, vous, une expérience, puisque notamment du côté du Morbihan, c'est ça, vous avez déjà posé des premiers jalons. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. La société Loisirs Développement Service, qui appartient donc à la société SOR, a été créée il y a 2 ans, pile novembre 2012. Et la première base nautique que nous avons gérée est donc basée sur la commune de Sarzeau. Il s'agit du centre nautique de Sarzeau, qui lui aussi a un historique et qu'on a tâché de reprendre en conservant les spécificités du site et des pratiquants de la voile qui étaient déjà sur Sarzeau. Et là, c'est la même philosophie, j'allais dire, qui a fait que vous avez été retenu pour ce projet ? Exactement. Donc, quand des projets nous sont proposés par les collectivités territoriales, on s'attache vraiment à respecter les attentes à la fois des élus locaux, de leurs projets de développement, et puis des pratiquants. Savoir quelles sont les pratiques prioritaires. Donc pour notre domaine, c'est du nautisme de la voile légère. Donc essayer de bien comprendre les plans d'eau, essayer de bien comprendre quels sont les enjeux sur le territoire, puisque en fait dans notre activité, on fait aussi bien de la voile sportive, donc on anime des groupes de régatiers, que de l'accueil de classes de mer ou de colonies de vacances avec des jeunes qui souhaitent découvrir, qui ne sont pas forcément de la région et qui viennent pour les premières fois, certains découvrir la mer. Donc il y a tout cet apprentissage du littoral et puis on les amène petit à petit sur les bateaux pour leur faire connaître ce que c'est que la voile et puis pourquoi pas aller plus loin. Des vocations de champion. Exactement. Il y avait une vraie volonté de la collectivité de dynamiser ce centre. C'est pour ça notamment qu'elle a fait appel à vos services. À LDS. Tout à fait. Donc la situation de Pléneuf-Valandré, c'est une situation qui avait un historique, puisque la collectivité avait pour objectif de développer les activités nautiques sur son territoire, au même titre qu'elle avait su développer le tennis et le golf. Donc le maire nous a fait part de sa stratégie de développement de son territoire. Donc il vous en parlerait mieux que moi de sa stratégie, mais nous on s'est intégré. Vous travaillez avec la tout collectivité. à fait. Donc on a intégré l'Office du tourisme et donc on travaille en partenariat avec les services de la mairie pour répondre vraiment le plus possible à leurs attentes et être à leur côté pour développer la station. Et l'un de vos objectifs, c'était de faire vivre ce lieu le plus longtemps possible dans l'année. Tout à fait. Donc la mairie avait créé des établissements qui sont très, très récents, avec cette ambition de pouvoir ouvrir toute l'année. Donc on a repris ce cahier des charges et en effet, donc on a une petite trêve hivernale quand même à peu près qui va du 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Et sinon, là on est en train de clôturer. Vous voyez, la dernière séance, ça sera du char à voile le 19 novembre pour reprendre les premiers... le 19 décembre, pardon, et pour reprendre tout début février.
Alors, ça passe aussi, cette volonté de développer le site, par des achats de matériel, des travaux. Ça aussi, ça fait partie de vos prévisions et du calendrier là, dans les mois et les années qui viennent. Tout à fait. Donc, les travaux sur le centre nautique à Pléneuf-Valandré vont se concentrer principalement sur le centre d'hébergement. Donc une capacité d'une centaine de personnes et de 70 couchages à peu près. Et tout ce qui est investissement va concerner principalement la flotte du centre nautique qui avait depuis quelques années pas été laissée à l'abandon mais qui nécessitait d'être renouvelée. Donc voilà, donc dès cette année on a fait rentrer des paddles, les stands de paddle qui marchent fort en ce moment, des planches à voile. Donc voilà, un support sur lequel on croit beaucoup. Et puis là on va attaquer avec les dériveurs, les catamarans. L'objectif final pour les deux partenaires, que ce soit la collectivité ou l'entreprise, c'est le développement économique. Tout à fait, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est spécifiquement le centre nautique de Pléneuf, mais on sait qu'on est intégré dans une dynamique et on a intérêt à ce que la totalité de la station rayonne. Donc on joue main dans la main avec nos collègues des autres établissements, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les établissements de loisirs, pour que le rayonnement il se fasse sur chacun d'entre nous et que ce soit la station entière qui se développe. Et voilà, c'est un jeu, j'ai envie de dire, un sport collectif où tout le monde tire dans le même sens. Un sport collectif qui se joue avec l'entreprise, les collectivités et puis le monde associatif. Ça n'est pas incompatible, le monde associatif et les initiatives des entreprises. Alors vous abordez un point qui est extrêmement intéressant, puisque dans notre candidature, on avait précisé dès le départ qu'on pourra fonctionner dans ce modèle-là de la DSP qu'avec une association qui sera à nos côtés pour notamment tout ce qui touche aux sportifs et à l'événementiel. Donc parmi les pratiquants, certains se sont regroupés, ont créé une association qui s'appelle les Voiles du Valandré et avec lesquels on peut organiser des régates, avec lesquels on peut organiser les déplacements pour les coureurs du club. Et donc on travaille main dans la main avec cette association qui est indispensable au fonctionnement. Donc on a trouvé une convention, pour être tout à fait transparent, qui nous rapproche et qui nous permet de fonctionner, comme ça. En bonne intelligence. Dernier point à retenir, j'allais dire qu'il y a 3 maîtres mots: professionnalisation, on a vu que ça se mettait en place, que ça se structurait. Il y a tout ce qui concerne la communication, on en reparlera d'ailleurs avec votre voisin là juste à côté. Et puis il y a le marketing, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, derrière tout ça ce sont des emplois. Et Dieu sait que dans le contexte que nous vivons actuellement, c'est une denrée recherchée. Oui, alors c'est sûr que c'est une des composantes de notre plan d'action, tout ce qui touche à la communication et au marketing. Donc on a retravaillé l'image du centre nautique. Alors pour la première saison, comme on a commencé au 1er avril, c'était un peu court pour tout revoir, mais déjà c'est une date symbolique, le 1er avril en plus. Oui, tout à fait, mais oui, c'était pas un poisson celui-là. C'était du concret, je peux vous l'assurer. Oui, donc dès la première saison, on a mis en place des nouvelles activités qui ont mis les premiers jalons de notre plan marketing et communication. Et puis là, on va sortir le nouveau logo du club, les nouvelles plaquettes avec les nouvelles activités, les brochures qui vont présenter notre offre aux différents types de clients qu'on peut avoir ou de pratiquants sur le centre nautique. C'est important cette lisibilité. On en reparlera d'ailleurs tout au long de cette émission avec les réseaux sociaux. Il faut être clairement identifié sur la toile parce que ça passe maintenant beaucoup par là. Dans le monde du nautisme, je pense que c'est pas une découverte. Déjà, l'ensemble des clubs sont passés à la vente en ligne. L'ensemble des clubs animent des sites ou des comptes sur Facebook, a de l'animation tout au long de l'année pour communiquer, être au plus proche des personnes qui viennent après faire de la voile sur leur site. Bon, il y a ceux qui font... Merci pour votre témoignage. Il y a ceux qui font de la voile et puis il y a ceux qui empruntent des bateaux pour découvrir des sites tout à fait remarquables. Alors, on va parler avec vous, Erwan Geffroy d'Armor Navigation. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on va d'abord dire quelques mots de votre société. Elle est implantée à Perros-Guirec et à Erquy. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Combien de bateaux? Combien de collaborateurs? On exploite 6 vedettes à passagers. Donc on a 4 bateaux qui trafiquent sur l'archipel des 7 îles, transportent en moyenne 100 à 110 000 passagers par an. On a un bateau qui a une délégation de service public, un marché public pour la desserte du château du Taureau. Donc en baie de Morlaix, on a quitté le département, on reste toujours dans le Trégor, mais on est plutôt finistérien. Et autrement, effectivement, un bateau qui est installé et positionné à Erquy depuis 3 ans environ,
et qui fait des excursions en mer sur la partie Cap d'Erquy, Cap Fréhel jusqu'au Fort Lalatte. Donc toute la partie est du département des Côtes-d'Armor. Bon. Avant de parler d'économie, moi je voudrais qu'on parle de ce site tout à fait exceptionnel. C'est vrai que là vous avez, j'allais dire, un vivier de nature pour faire partager une passion finalement. Tout à fait. C'est d'ailleurs le leitmotiv de la société. Nous sommes et nous appartenons au transport maritime de passagers qui est très réglementé. Et pour autant, c'est une activité de loisir. On fait de l'excursion en mer. Donc il faut pour cela un site. Avec l'archipel des Sept-Îles, on a un site fabuleux puisqu'il est unique en France. Je vous rappelle qu'on a un peu plus de 20 000 couples d'oiseaux marins sur l'archipel, dont la seule et unique colonie de foot-bassin sur l'île Rouzic. Et puis le Cap d'Erquy, le Cap Fréhel sont en plein développement également. Ils vont récupérer le label le grand site Cap Fréhel, Cap d'Erquy ces semaines prochaines. Et donc, on a vraiment besoin de nature pour intéresser le public, parce qu'on fait du volume également. Donc, il faut vraiment avoir un site connu. Et puis, à nous, après, d'essayer de sensibiliser notre public à cette beauté et à la préservation des sites également. Alors, vous parliez de partage, de passion. L'une de vos marques de fabrique, c'est le fait que les commentaires se font en direct chez vous. Il n'y a pas de bande enregistrée qui défile. Il y a vraiment une discussion, j'allais dire un dialogue qui se fait avec ceux qui embarquent sur vos bateaux. Oui, tout à fait. Ça, c'est une vraie volonté de votre part. C'est une vraie volonté de notre part. Alors, vous voyez, j'ai pas absolument rien préparé. Vous m'invitez, je vous en remercie d'ailleurs. Et puis vous me donnez le micro et j'essaye de me débrouiller. Mais tout mon personnel est capable de le faire ainsi. Alors ça s'explique parce qu'on visite un espace vivant. Imaginez un seul instant, on essaye d'améliorer nos services. Donc, on a une clientèle étrangère assez importante également. Donc, on se demande comment on peut faire également pour pouvoir intéresser tout le monde, donner les mêmes informations à tout notre public. Et pour autant, on perdrait totalement notre charme si on passait des audioguides à tous nos passagers étrangers. D'où notre volonté d'ailleurs d'essayer de faire évoluer encore nos matelots, qui sont des marins professionnels, vers des commentaires, peut-être pas multilangues, mais au moins en anglais, et de rester totalement en direct parce que, lors du parcours, si vous tombez devant un macareux alors qu'il n'était pas prévu d'être là, il faut que le capitaine sache que son métier, c'est bien sûr d'assurer la sécurité de ses passagers, mais c'est également l'observation à la mer de toutes les différentes espèces. Et donc stopper son bateau, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, on fait évoluer le bateau, et pendant ce temps-là, le matelot s'adapte. Et le matelot attire l'attention des passagers sur ce qu'on voit et les commente, toujours avec un esprit très accessible au grand public. Donc ce n'est pas non plus des commentaires très scientifiques, mais par contre quand même relativement pédagogiques et relativement enrichissants. Alors, 130, 140 000 visiteurs par an, c'est à peu près le volume que l'on peut donner ? C'est à peu près le volume. Je vous le disais tout à l'heure, 100 000 à peu près sur l'archipel des Sept-Îles. Notre seul bateau à Carantec et Plouganou, c'est 20 000. Et puis Erquy qui démarre, et c'est pas facile de démarrer parce qu'on est parti de rien. On n'est pas loin des 10 000 passagers en 2014. Alors, on fait un état des lieux, des sites remarquables, vous les avez cités, des collaborateurs compétents qui ont envie de faire partager leur passion. Et pourtant, vous estimez qu'il y a tout un travail à faire autour du marketing, de la communication. Si on veut dire simplement les choses, il faut booster ou muscler votre vitrine pour qu'on vous connaisse encore un peu mieux, c'est ça ? Tout à fait, c'est pas simple. On n'a pas la prétention de tout savoir. À l'origine, j'en fais partie. Je suis un marin de commerce à la base. Donc, on sait faire naviguer des bateaux. On est passionné par ce qu'on fait. Donc, on peut faire vivre notre passion à travers un micro. Par contre, vous faites très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Lorsque les passagers débarquent et qu'on les voit ravis, on se dit comment on peut sensibiliser le grand public sur cette balade que l'on propose et qui a un excellent retour. Donc effectivement, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas la compétence. Les évolutions techniques font que, on parlait tout à l'heure d'Internet. On ne le maîtrise pas parfaitement, même si, comme tout le monde, on a un joli site internet avec des belles photos, etc. Les réseaux sociaux, on les gère, mais est-ce qu'on les gère bien ? C'est une remise en question permanente.
Et on n'a donc pas la prétention de maîtriser. Donc on essaye de s'entourer avec des gens compétents pour nous donner la voie. Et c'est ce qui vous a conduit à travailler avec, puisque ce n'est pas un secret d'État, il y a un conseiller qui va vous accompagner pour 2015, un conseiller en marketing, c'est ça? Tout à fait. On a mandaté, alors on est resté local breton, mais on a quitté le département. On a rencontré une agence de communication vraiment spécialisée dans ce domaine, hein, non pas l'établissement d'un dépliant touristique avec des images, avec une façon de communiquer. Non, quelqu'un qui va nous accompagner, qui va intégrer la société, s'immerger dans la société pour vraiment connaître les valeurs que j'essaye de transmettre, qui sont des valeurs humaines et des valeurs pédagogiques lorsqu'on transporte nos passagers, et essayer de le faire ressortir en nous donnant un chemin de fer pour essayer d'améliorer cette communication. Petite anecdote, si vous voulez, tout à l'heure j'ai rencontré le président de l'école de voile de Trigastel, c'est mon voisin. Et parce que notre activité est à Trigastel et à Perros-Guirec pour l'archipel des Sept-Îles. Et quand je me suis présenté, Erwan Geffroy, Armor Navigation, ça ne lui a pas parlé. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je lui avais dit vedette des Sept-Îles, il aurait sans doute percuté. Mais vedette des Sept-Îles avec un développement à Erquy pour le Cap d'Erquy, Cap Fréhel, c'était pas compatible. Donc il a fallu changer de nom. Et quand on change de nom, il faut absolument remettre une bonne dose de communication pour que les gens intègrent bien qu'Armor Navigation aujourd'hui, c'est les Sept-Îles et Cap Fréhel, Cap d'Erquy. Et vous parlez également de votre site internet. Vous estimez qu'il a besoin d'être modifié? Alors moi je suis allé voir, bien évidemment, pour préparer cette émission. Il est bien votre site internet, il y a déjà pas mal de choses intéressantes dessus, mais on peut faire mieux, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, parce qu'on parle par l'image. Avec un site comme le nôtre, forcément le site est réussi. Un site naturel, le site internet est réussi. Cependant, il faut qu'il ait... je pense, il faut qu'il soit... On le voit avec nos yeux de passionnés, nous, une fois de plus. On le voit avec des yeux de dirigeants complètement enfermés dans son exploitation. Et pour autant, est-ce qu'on transmet vraiment ce que l'on doit transmettre au grand public? Ça, moi, je pense que je ne le sais pas. Et on a besoin d'être accompagné. D'où l'intérêt d'avoir un regard extérieur. Bien sûr. C'est important d'avoir un regard extérieur sur sa société. Complètement, oui. Bon, merci en tout cas à tous les quatre pour vos témoignages. On va souhaiter bon vent à vos diverses entreprises. On va suivre avec attention ce qui se passe là sur votre site internet. Et puis on va maintenant, si vous le voulez bien, s'intéresser à un autre volet de l'actualité de ce département, de ces Côtes d'Armor. C'est aussi un des révélateurs de son dynamisme. Et on va parler de plaisance et de tourisme avec 4 nouveaux invités que je vais rejoindre de ce pas et que je vais vous présenter.